Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinar proposé par Exanet. Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est GitLab et de vous présenter l'offre GitLab as a Service d'Exanet. Je suis accompagné de Lionel. Et je suis Simon Falicon, je suis le directeur de l'innovation chez Exanet, le directeur de la partie avant-vente et d'un vertical client qui nous tient beaucoup à cœur, qui est les éditeurs de logiciels. Lionel, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc je travaille chez Exanet depuis quelques mois maintenant. Je suis arrivé en renfort, on va dire, dans une équipe de mise en production plutôt orientée sur les systèmes Linux. Et parmi les sujets qui me tiennent à cœur, il y a effectivement les sujets un peu plus DevOps. Donc j'accompagne Simon sur cette partie GitLab as a Service. Merci. Alors, un petit rappel de qui est Exanet, très rapidement, hein. Exanet, c'est une entreprise nationale donc qui est implantée sur 10 agences en région, donc on est assez présent sur le territoire. Exanet, c'est un hébergeur, fournisseur de cloud, fournisseur de services télécom, d'interconnexion, de communication unifiée et fournisseur de services d'infogérance et de cyber. Pour la partie qui nous intéresse aujourd'hui, Exanet, c'est aussi un fournisseur de services pour les éditeurs de logiciels et les développeurs. Donc, on a une équipe d'accompagnement qui est dédiée aux éditeurs de logiciels et des compétences techniques et experts très pointus sur l'infogérance des middleware, sur la gestion des bases de données ou sur les technologies type DevOps, euh, dont parlait Lionel juste avant. Pour le sujet du jour, GitLab. Pourquoi on parle de GitLab? Parce que GitLab, ça permet de répondre on a identifié 4 enjeux qui sont assez présents chez les éditeurs de logiciels. L'enjeu de la productivité, puisque GitLab permet de faire de l'automatisation, du suivi de tâches, et donc ça permet de booster la productivité chez les éditeurs de logiciels. GitLab permet aussi d'accélérer son time to market. On sait que ça, c'est une très grosse attente chez les éditeurs de logiciels, c'est de pouvoir délivrer du fonctionnel le plus rapidement possible, et si possible en amont et en avance par rapport à ses concurrents. Donc, GitLab permet d'accéder à ce Graal qui est le time to market plus rapide. GitLab permet aussi de fournir de la sécurité, puisque quand on va construire sa chaîne de déploiement, on va pouvoir utiliser GitLab pour faire différents tests et contrôles de sécurité tout au long de la chaîne. Et puis, permet d'optimiser les coûts, puisque en fait, la solution GitLab permet, on va le voir juste après, de répondre à plusieurs besoins. Et donc, c'est une solution qui est unifiée. C'est une solution qui est open source et qui donc est, en l'occurrence, administrée et hébergée quand elle est en mode as a service dans les data centers d'Exanet. Donc je disais, c'est une solution qui est unifiée. Ça permet de faire plusieurs choses, GitLab. Ça permet de faire du simple dépôt de code. Je dis simple, mais c'est voilà, c'est déjà très important, avec du versionning, enfin voilà, qui fonctionne avec Git pour le coup. Ça permet aussi d'être un repository d'images Docker. Donc si vous voulez stocker vos images de conteneurs dans un endroit sécurisé, dans un endroit privé et confidentiel, GitLab permet de faire ça. Ça permet aussi de faire de la revue de code et de faire de l'automatisation de CI/CD. Donc c'est un peu la démo d'aujourd'hui, hein, ce que va nous montrer Lionel, c'est d'utiliser cette partie chaîne de déploiement. Et puis, il y a une fonctionnalité qu'on méconnaît parfois, mais qui est quand même bien présente dans GitLab et qui est très intéressante, c'est la partie documentaire. Donc, vous pouvez stocker vos documentations dans GitLab, vous pouvez écrire vos documentations en Markdown et, comme ça avoir un endroit unifié pour gérer vos développements. Donc, qu'est-ce que c'est que GitLab as a Service chez Exanet? En fait, GitLab as a Service, c'est 3 packs qu'on a fait en fonction de taille en fait, de stockage. Et on a mis un nombre d'utilisateurs plutôt indicatif. Donc cette gamme qui est coupée en trois produits permet en fait d'avoir une instance de GitLab à consommer en tant que service, c'est-à-dire que cette instance-là, elle est mise à jour par les équipes d'Exanet, elle est supervisée par les équipes d'Exanet, et donc son bon fonctionnement est garanti par nos équipes.
Donc je disais, GitLab, c'est une solution open source. Open source, ça ne veut pas dire que c'est gratuit, ça veut dire que bah, derrière, il faut le maintenir, il faut avoir de l'expertise en interne pour le faire. GitLab, c'est un produit qui est souvent mis à jour et parfois, bah, il y a des failles de sécurité sur GitLab. Comme le produit est open source, ces failles sont assez rapidement connues et assez rapidement exploitées. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir des équipes expertes qui peuvent le mettre à jour le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment l'avantage de le consommer en mode as a service. Qu'est-ce que permet GitLab et qu'est-ce que permet GitLab dans son mode as a service chez Exanet? Bah déjà, c'est une solution souveraine, puisque je l'ai dit, elle est hébergée dans les data centers d'Exanet, sur les infrastructures d'Exanet, donc 100% en France, et les data centers d'Exanet sont non seulement géographiquement 100% français, mais aussi dans son mode d'actionnariat, Exanet est 100% français, puisque l'actionnaire d'Exanet est Groupe Isagri, et donc c'est un actionnariat familial bien français. La version as a service de GitLab chez Exanet permet d'accéder au support, chose qui est pas forcément le cas partout, mais voilà, vous pouvez accéder au support Exanet qui est interne à Exanet, hein, qui est bien dans les équipes Exanet, qui est basé à Reims et qui a une réactivité qui est quand même assez élevée puisque le taux moyen, le temps d'attente moyen constaté au support quand on les appelle par téléphone, c'est environ 30 secondes. Donc c'est un support qui est quand même ultra réactif. Et puis, donc le dernier point, bah, c'est que ce GitLab as a service peut être complété par de l'expertise, donc dont fait partie Lionel, hein, typiquement. On peut en fait fournir des services pour mettre en place les chaînes de déploiement et les chaînes d'intégration continue avec de l'expertise complémentaire au service GitLab. Et justement, Lionel, ça me permet de faire la transition et de proposer de prendre la main. Ouais, je vais essayer de partager. Hop. Voilà, je pense que je partage le bon écran avec un schéma que j'avais fait en préparation. C'est vrai que tu m'as demandé de faire une petite démo et je me suis demandé en fait par quel bout prendre la chose, parce qu'il y a tellement d'applications on va dire possibles avec GitLab aujourd'hui. Donc je m'aide d'un petit schéma pour bah, rappeler. Je vais peut-être passer en plein écran ici et ici. On est un peu en visibilité. Ben, on part en général effectivement des équipes, que ça soit on va dire des moments de pur DevOps, ou aussi on parle de SysOps, hein, bien souvent qui font l'infrastructure comme du code, qui développent en tout cas, quel que soit effectivement le langage utilisé, peut être du C++, du Java. Côté SysOps, ça va être en YAML pour faire de l'Ansible par exemple ou du Terraform ou du JSON par exemple. En tout cas, on a besoin de stocker notre code quelque part, idéalement sur une plateforme qui va être disponible effectivement 24/24, 7 jours sur 7. Sur Internet, c'est parfait parce qu'effectivement, on peut être au bureau ou chez soi ou n'importe où, on aura toujours accès à la plateforme et on va avoir besoin de d'y placer donc son code. Donc ça, c'est des petits pictogrammes que j'ai repris de GitLab qu'on voit ici, que j'espère pouvoir la développer dans la démo un petit peu plus tard. Mais grosso modo, effectivement, il y a le dépôt de code qui est déjà, on va dire, impressionnant en termes de gestion, de partage, de versionning, etc. On a aussi des artefacts qu'on appelle des artefacts, c'est-à-dire vraiment le produit, notamment des compilations de code qu'on peut récupérer même sur son poste local, qu'on peut télécharger après. C'est quand même une notion importante. Les pipelines, donc ça c'est vraiment l'interaction avec un peu plus haut ce qu'on va voir avec les ressources qui peuvent être disposées on-prem, dans le cloud, on va dire, ça peut être Azure, peut être idéalement Exanet, mais aussi Amazon ou ce genre de choses. Et on a aussi beaucoup maintenant, c'est un peu sur la droite ici, des registries de conteneurs, des placements, on va dire, des dépôts de conteneurs et on va dire, de l'orchestration de ces conteneurs avec Kubernetes.
Donc ça, ce qu'on voit là un petit peu, c'est tous les schémas, ce qu'on peut voir là, c'est finalement les différentes zones, effectivement, où on va pouvoir placer des runners. Donc je vais préciser ça un petit peu dans la démo un peu plus tard, mais qui vont être finalement des relais pour GitLab dans les différentes zones. Comme je disais, ça peut être on-prem ou différents partenaires dans le cloud. Et en fait, on va au final, grâce à ces runners, donc à ces agents qui sont bien placés dans les bonnes zones, qui nécessitent du coup peu ou pas d'ouverture de flux vers ou depuis Internet, on va pouvoir distribuer du coup du code sur des machines qui peuvent être physiques, virtuelles ou même conteneurisées. Donc ça, c'est vraiment important, c'est que en termes de flux. On va du coup, nous, par exemple, développeurs ou admin 6, on va avoir besoin effectivement d'accéder à une URL que Exanet va fournir et qui va être disponible sur Internet. Donc on passe tout simplement par son navigateur. On fait du git clone par exemple dans son éditeur de code préféré. Donc ça, en termes de flux, c'est vraiment très simple. Souvent, il y a rien à demander à son service informatique. C'est du flux sortant vers Internet sur du HTTPS. Et bah, de l'autre côté, c'est également le cas, c'est-à-dire que si on installe des runners, donc des agents GitLab, où qu'ils soient, ils vont avoir besoin eux-mêmes de sortir pour aller chercher sur le port TCP 443 des informations que le serveur GitLab central détient. Donc ça va jamais dans l'autre sens, c'est jamais le GitLab server qui va interroger les runners, ce sont toujours les runners qui font du polling, ce qu'on appelle, vers le serveur centralisé. Donc en général de gestion de flux, ça passe tout seul, puisque finalement ça passe au travers des flux qu'on autorise vers Internet en général. Donc voilà, donc ça c'est une notion importante. J'indique aussi ici, outre donc les runners, les agents GitLab, on peut se servir d'un serveur GitLab central également pour vraiment y stocker plutôt ces playbooks Ansible, auquel cas on s'affranchit un petit peu de toute cette notion un peu de runner, mais on va avoir tout notre code avec tous nos playbooks finalement, hein, nos rôles Ansible qui vont être stockés dans GitLab et dans les projets. Donc là j'ai montré AWX parce que je tenais à montrer ici sur ce schéma que les choses on va dire libres d'utilisation, mais ça va évidemment pour Red Hat, Ansible Platform, qui voilà va se servir de GitLab pour aller chercher son code. Et de même ici côté Argo CD là qu'on reconnaît ici, qui va aller chercher les informations pour ensuite pouvoir déployer des ressources dans typiquement Kubernetes, quel qu'il soit après, quelle que soit on va dire sa saveur, comme on dit, que ce soit Red Hat OpenShift ou managé par Rancher ou managé soi-même avec du kubectl. Donc ça, c'est vraiment une notion importante. C'est que maintenant GitLab est vraiment au centre, on va dire, de tous nos besoins. Je montrais ici juste ce petit flux-là qui est en fait un flux de messages qu'on peut envoyer. Donc là, je montrais pareil Mattermost, mais évidemment, ça marche avec Teams. C'est parfaitement intégré, hein, on va le voir là dans une minute, dans GitLab, mais on peut évidemment envoyer des messages selon les événements, des modifications de code, notamment sur la branche principale si elle est critique, si c'est celle qui sert pour la production, ou des pipelines qui échouent par exemple. Enfin voilà, on peut être informé dans une équipe, recevoir des notifications. Euh, donc voilà, donc là je pense avoir couvert un petit peu moi ce que je souhaitais évoquer en tout cas dans la petite démo. De toute façon j'aurai l'occasion de revenir sur ce schéma-là plus en détail. Donc, qu'est-ce qu'on trouve quand on vient de vous créer le service euh, euh, GitLab ici? C'est on va dire une URL déjà. Donc, l'URL, vous pouvez nous la donner ou nous, on se sert d'une URL dans le domaine Exanet.
Ça, on pourra, c'est pas vraiment un problème, ce sont que des questions de DNS. Et en fait, on trouve un GitLab vraiment nu, hein, il vous appartient, c'est votre, maintenant que le service est lancé, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc là, pour l'instant, c'est une coquille vide. Donc moi, ce que je me propose de faire, bah, c'est justement d'insister sur cette partie un peu GitLab Runner, c'est-à-dire les agents qu'on peut installer ici et là. Donc là, je suis en mode, effectivement, je suis vraiment en route. Je fais juste une petite parenthèse sur l'authentification. Donc là, je me suis authentifié avec le premier compte qui est créé, qui est le compte root. On peut tout à fait associer GitLab à différentes sources, hein, d'authentification, qu'elles soient LDAP. Alors, faut juste faire attention en termes de licence, mais sur la partie vraiment déjà gratuite de GitLab, on peut faire des associations avec du LDAP-S, donc qui serait par exemple dans Jump Cloud, qui fait ça, qui propose ça, qui est un peu concurrent entre guillemets l'Entra ID d'Azure. Azure Entra ID qu'on peut bien sûr marier avec le service GitLab là, qu'on voit à l'écran. Euh, il faut juste faire attention à la licence, que je crois que par exemple pour marier vraiment nativement avec du SAML ou Azure Entra ID, il faut la licence GitLab Premium. En tout cas, voilà, il y a pour l'instant de l'authentification locale. Après, vous pouvez vous créer des comptes locaux, mais vous pouvez aussi marier avec d'autres sources de notification qui sont propres à votre entreprise. Donc là, ce que je vais aller faire, c'est aller dans les propriétés du CI/CD. Et puis, bah, finalement, moi, ce qui va, dans un premier temps, hein, bien sûr, m'intéresser, c'est d'aller dans cette partie un peu runner. Alors, je dois pas être forcément sur euh, la bonne rubrique. Voilà, c'est plutôt ici. Là, c'était vraiment dans les paramètres avancés, on va dire, des runners. Et du coup, si je veux créer un runner, où qu'il soit, hein, vraiment, il peut être on-prem, il peut être, comment dirais-je, sur n'importe quel cloud et y compris bien sûr Exanet, on va pouvoir créer un runner. Donc là, ça va être sur une machine en l'occurrence Linux. Je lui mets juste quelques tags comme ça, ou même exécuteur de cœur par exemple. Ça, je vais y revenir dans un instant. Alors run un tag job pour qui s'occupe de tous les jobs, même ceux qui n'ont pas de balise. Et du coup, je vais créer un premier runner. Donc là, il est sympa, GitLab, il m'indique avec quoi je peux marier en fait le binaire de l'agent. Là, je prends effectivement Linux, mais on voit qu'on peut l'installer sur du macOS, du Windows, dans le cloud nativement en Google Cloud, GKE, ou aussi en conteneur, donc Docker, Kubernetes. Donc là, il est plutôt sympa. Il m'indique même les commandes que je dois taper pour installer le runner. Donc en fait, c'est juste un binaire, hein, qui va aller chercher tout simplement sur Internet. Une fois le runner installé, bah, je peux retourner là sur ma page ici, et j'ai en fait ma petite commande pour euh, pour tout simplement démarrer, enregistrer le runner auprès du serveur central GitLab. Donc là, je vais juste prendre le token parce que moi j'ai personnalisé ma petite commande pour bah, vous montrer plus de choses durant cette démo. Donc je personnalise juste là et je colle ma commande d'enregistrement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici, quand on arrive là, immédiatement, en fait, le polling se fait déjà à partir du moment où on enregistre. Et on voit ici que GitLab central, on va dire, a bien d'enregistrer la venue d'un nouveau runner. On peut en avoir, je sais pas s'il y a une limite, je me suis pas intéressé au sujet, mais on peut en avoir plusieurs des runners, comme je disais, sur les zones qui nous intéressent. Parfois, c'est des contraintes, on va dire, réseau, ça peut être aussi des contraintes de ressources. Donc, on va vouloir mettre on va dire, l'emplacement, on va dire, des runners, il est plutôt stratégique. Si je reviens ici, on peut imaginer, par exemple, que là, je viens de monter ce runner-là sur mon cloud A qui serait un cloud Exanet, sur une VM qui est hébergée dans une infrastructure. Là, en l'occurrence, c'est VMware, mais ça pourrait être autre chose. Le tout, c'est que ça soit sur un système, on va dire, compatible. Donc, on l'a vu, le, le nombre de systèmes compatibles, il est assez élevé. Une fois que j'ai mon runner, donc là, toujours en admin, je vais en profiter, Et du coup, Lionel, puisque je si je peux suis... apporter une Ouais.
petite précision, Ouais. là-dessus, il y a aussi une couche de sécurité qui permet donc effectivement, vous pouvez avoir plusieurs runners qui sont répartis sur plusieurs clouds, mais vous pouvez aussi, filtrer par adresse IP, les connexions en SSH, en HTTPS et aussi les connexions des runners. Donc en fait, bah, vous pouvez, autoriser plusieurs runners, mais si vous voulez apporter une couche de sécurité, bah, vous pouvez limiter, les runners qui peuvent se connecter directement, avec une règle de firewalling, sur les IP, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai pas parlé de la partie exposition. En fait, cette URL là du service GitLab, à votre, on va dire, discrétion, vous pouvez nous fournir, on peut fonctionner soit en mode liste blanche, j'ai envie de dire soit en mode liste noire, mais liste blanche c'est l'idéal, c'est-à-dire d'avoir finalement la plus faible exposition possible avec une adresse, une ou plusieurs adresses IP qui correspondraient par exemple au bureau dans lequel on travaille, on a besoin d'accéder à ça, et aussi effectivement des runners. Donc une fois que le runner il est vu par le serveur central, il va me permettre en fait d'exécuter par exemple des scripts, de servir de passe-plat vers finalement les ressources qui portent les applications. Par exemple, là dans mon exemple, je veux par exemple que cette VM là, qui se trouve ici, elle porte, elle est équipée d'Apache ou Nginx par exemple, et juste pour moi, pour mon exemple de démo, je voudrais que y placer un nouveau fichier index.html d'accueil qui se trouve pour l'instant voilà sur mon propre poste. Donc bah, comment je vais faire pour atteindre, on va dire, pour aller d'abord sur GitLab central, déposer mon code et ensuite bah, scripter la chose de telle manière que ce fichier index puisse être passé sur le runner et ensuite sur ma machine, la machine finale. Donc là ici, une fois que je suis en runner, je vais juste profiter d'être toujours en admin pour mettre la partie un petit peu messaging. Si j'ai le temps, je pourrais le montrer quand même dans Teams parce que ça se fait rapidement. Il faut juste que je me rappelle comment où trouver l'intégration là-dedans, il me semble, l'intégration. Et on doit avoir un Microsoft Teams notification. Et là, ça doit être aussi bête que voilà de copier l'adresse du webhook que je me suis chargé de créer juste avant truc. Donc on voit juste pour montrer ça que voilà, on peut, comme je disais tout à l'heure, on peut être averti dans des canaux Teams ou Mattermost, où on l'a vu là rapidement, il y en a pas mal, Slack évidemment, de pas mal d'événements et sur des par exemple des branches particulières de votre code. En général, bon, on est plutôt inquiet de ce qui se passe sur la branche master ou main, mais voilà, on peut sélectionner différentes branches ou ce genre de choses. Si je le fais en tant qu'admin, il me prévient que voilà, ça va concerner tous les projets de tout le monde qui vont être créés. Donc là, c'est un peu ce que je veux. Ça m'évite d'avoir à le faire après projet par projet. Mais effectivement, on peut se poser la question de créer un canal pour un projet bien particulier s'il s'agit par exemple d'une application. Donc une fois que je suis là, je vais créer, j'ai envie de dire un premier utilisateur qui serait Bibi par exemple, Bibi qui vous parle. Et du coup, en fait, je vais le créer là. Alors, je vais pas forcément le montrer parce que c'est une autre fenêtre, puis j'ai d'autres messages qui sont là, mais évidemment, cet utilisateur-là va recevoir un email pour qu'il puisse tout simplement réinitialiser son mot de passe. Là, je vais pas avoir à faire tout ça parce qu'en fait, je vais prendre la place tout simplement, je vais prendre la place de Bibi qui vous parle. Et en fait, il m'indique bien, admin, que j'ai pris la place, on va dire, de cet utilisateur-là. Donc là, je me retrouve vraiment dans la vue que pourra avoir typiquement un développeur ou un admin 6 à qui on a donné le droit d'accès à GitLab pour qu'il puisse l'exploiter, soit en déposant du code, soit en travaillant lui-même sur les pipelines. Donc voilà, donc je me retrouve là. Si dans un premier temps, ce que je vais faire moi, dans le cadre hop, je vais aller là. Dans le cadre de la démo, je vais tout simplement pousser moi ma propre clé SSH. Ça va m'aider à pas perdre de temps quand je vais vouloir faire du push du code. Hop, ici et Slack ici.
Donc là, une fois la clé ajoutée, je vais pouvoir plus facilement, comme je montrerai dans une seconde, pouvoir pousser du code depuis mon propre Visual Studio Code que j'utilise comme éditeur, mais évidemment, ça peut venir de n'importe quel éditeur. Donc là, je vais créer mon premier projet, tout simplement vide. Hein, je sais pas, j'ai pas encore créé de modèle. Hein, on est vraiment là, on est dans une coquille vide pour l'instant. Et dans ce projet, alors il est sympa, hein, GitLab, il m'indique toutes les commandes pour que je puisse tranquillement, là on sort du cadre du GitLab, mais voilà, avec toutes les commandes Git pour que je puisse idéalement cloner, créer des branches, ce genre de choses, et donc il est plutôt cool. Pour l'instant là, il n'y a rien du tout, on peut même en fait se servir. Alors, il y a peut-être y avoir j'avais vu ça une fois, un 404, mais non, même pas, ça a l'air de fonctionner. Donc là, c'est la première fois que je l'utilise. Donc il me demande, hop, moi je préfère un petit peu le light comme ça. Donc là, en fait, il faut savoir, hein, GitLab, il vous permet d'utiliser un petit Visual Studio Code, bon, on va dire un petit peu allégé, mais enfin largement suffisant parfois pour faire ce qu'on veut faire. Donc là, dans le premier exemple, je voulais utiliser effectivement le Visual Studio Code intégré, c'était juste pour montrer. Et par contre, je vais juste copier depuis mon propre fichier. Donc là, voilà, c'est le fameux index que je voudrais voir pousser au final sur une VM qui se trouve dans mon cloud. Donc là, on va voir que par exemple, dedans, j'ai des variables que j'aimerais bien remplacer. Donc je vais voir plus tard dans un script, ça va me permettre de vous montrer les artefacts notamment, permettre de remplacer ces variables par d'autres plus tard dans mon script. Donc ça, c'est juste mon code. Donc on peut imaginer que ça, c'est la version la plus simple, c'est pour la démo, mais ça pourrait être du code évidemment bien plus complexe, Python, C++, Java, tout ce que vous voulez, qui se trouverait ici, dans cet emplacement. Pour créer vraiment un pipeline et pour pouvoir discuter avec, euh, avec les runners, je vais devoir créer, c'est la petite formule magique, ça s'appuie là-dessus, à un fichier qui s'appelle GitLab CI, tout simplement. Et dedans, je vais donner finalement bah, les étapes à suivre pour déployer mon application. Et en fait, je vais avoir deux étapes. Donc là, on ne soucie pas de ça. C'est juste pour, en fait, tout simplement, ça c'est la clé privée pour me permettre depuis le runner d'accéder à cette machine finale. Mais du coup, quand on se retrouve ici, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir, par exemple, typiquement, hein, c'est ce qu'on retrouve et ce que j'ai pu voir moi quand j'ai accompagné des développeurs par le passé. On a cette fameuse, on va dire, première étape de construction. Donc là, la construction, en fait, c'est tout simplement dans le fichier index que je viens de copier, de remplacer ces fameux, par une commande sed hein, de remplacement, remplacer ces variables-là par de véritables variables qui me sont fournies par GitLab dans les variables d'environnement à chaque fois que je lance un job. Et donc, logiquement, on devrait avoir une page d'un index avec le nom de la branche, etc. Donc on va voir ça et ça me crée en fait un artefact que je vais pouvoir même télécharger. Donc je montrerai si tout se passe bien. Je montrerai après comment on peut même télécharger après le produit. Donc là encore pour la démo c'est très simple, mais on peut récupérer par exemple un binaire qu'on aurait compilé et qu'on peut récupérer sur son poste pour le tester, s'assurer que ça fonctionne par exemple. Sans parler des tests qu'on peut faire dans GitLab lui-même. Et on a cette partie deploy, donc on dit qu'on veut déployer juste sur la branche principale. Par exemple, on dit qu'on a besoin de cette première phase de build, sans quoi on peut pas déployer. Et puis voilà, c'est juste du scripting pour aller tout simplement hein, déposer le fichier d'index sur la machine cible, et puis d'aller ensuite la déplacer au bon endroit. Voilà, une fois que là, là, je suis en direct, il a déjà enregistré. J'ai pas besoin d'enregistrer mes fichiers. Par contre, j'ai bien besoin de faire un commit. Donc commit initial. À partir du moment où donc je disais il y a ce fichier-là, on devrait voir, on va dire dans la partie un peu pipeline là ici, on devrait voir un premier pipeline se dérouler. Bon, on va voir qu'il y a deux étapes, hein, le build et deploy, ce qui reprend tout simplement le nom des stages qu'on a mis. Donc là, bon, il se trouve que j'ai les jobs, je les ai nommés build dans le stage build et deploy dans le stage deploy. Mais on imagine que on peut avoir plein de jobs différents. Donc les jobs, ils sont ici et les stages au-dessus. Les stages sont un peu en en-tête. On peut avoir évidemment énormément de choses différentes.
Donc là, par chance, j'ai pas eu d'effet démo. Ça, manifestement, ça a fonctionné. Mais du coup, ce que je voulais montrer, c'est que on a ici donc une partie euh, job artefact là. Et en fait, on voit bien, hein, on a bien le résultat. J'insiste là-dessus parce que j'ai travaillé aussi un petit peu sur Azure DevOps et on n'a pas toujours cette clarté qu'on a aussi dans GitLab d'un retour. On va dire, c'est open source, donc c'est aussi très ouvert en termes de documentation et de journalisation, comme on peut le voir souvent dans les systèmes, notamment Linux. En fait, on a vraiment des journaux qui sont très clairs. S'il y avait une erreur, elle serait pas, on va dire, cachée. C'est une erreur au contraire ouverte, avec un maximum de détails, et on peut plus facilement troubleshooter. C'est le petit reproche que j'avais pu faire moi à une certaine époque quand j'ai travaillé avec Azure DevOps, où voilà, pour trouver les infos, c'était pas aussi facile. Donc là, voilà, on a bien repris. Bon, voilà, c'était les étapes hein, du déploiement, mais ce qui est important là dans la manœuvre quand même, je voudrais juste insister là-dessus, c'est que euh, en termes là de présentation, je vais quand même aller voir le résultat de la chose. Hop, ici. Donc en fait, quand on a ici là le poussé du code là, en réalité, on a fait tourner sur le runner euh, un conteneur Docker qui, moi j'ai demandé Alpine, donc vraiment la version minimale, vraiment comme on pourrait appeler ça, d'un environnement d'exécution plutôt orienté Linux, mais ça pourrait être euh, un conteneur qui contient déjà pas mal de librairies Python, un conteneur même PowerShell, si vous faites du PowerShell ou ce genre de choses. Et sur ce runner-là, après, c'est volatile, hein. C'est-à-dire que le fait d'utiliser des conteneurs sur le runner, ça permet après le job, une fois le job effectué, le conteneur sur lequel le job s'est exécuté disparaît tout simplement. Donc il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas d'hygiène à envisager sur le runner. Avant, on va dire la containerisation, c'était quand même un peu plus compliqué parce qu'il fallait rapatrier toutes les librairies dont on avait besoin. Quand c'était utilisé par plusieurs devs, plusieurs équipes même, avec des langages différents, des versions différentes, on pouvait très vite se retrouver à devoir reconstruire carrément l'agent, la machine sur laquelle se trouvait l'agent, puisque l'agent, on va dire, travaillait directement avec des librairies système. Donc là, plus du tout en fait. On utilise Docker et du coup, ça peut concerner vraiment beaucoup d'équipes. Donc on peut avoir un agent mutualisé, très mutualisé, on va dire. Donc ça, c'était une première chose. Euh, donc voilà, on voit que on peut assez facilement créer un agent, assez facilement y déposer donc le code là que je viens de faire, c'était juste deux fichiers initiaux pour aller le mettre sur un serveur, même pas je dis deux, mais c'est un seul parce que ça ne concerne que GitLab et un seul. Donc là on peut, je répète, hein, mais c'est important, on peut imaginer vraiment des applications évidemment bien plus complexes qui seraient compilées dans un premier temps dans ce fameux conteneur dont je parlais, et ensuite une fois compilées par exemple dans un fichier exe ou un fichier Python, euh, eh bien, on le pousse sur la machine qui porte vraiment la machine applicative, qui porte l'application. Donc voilà, ça, c'est une première approche. Je vais juste aller voir si, je sais plus si du coup dans mes équipes Teams, du coup, comme ça, je pourrais peut-être le montrer. J'en profiterai. Hop, je vais faire ça. Je vais remettre sur la bonne fenêtre. Donc en fait, par exemple ici, on voit ici à 11h30, j'ai reçu enfin une notification parce que j'avais fait effectivement un push. Et en plus, il est plutôt sympa. There's nothing to compare parce que c'était le premier push, mais on voit bien que j'ai bien reçu, on va dire les notifications comme quoi il y a eu du changement sur la mail. Si je m'amusais à retourner ici et bon, je sais pas, on va mettre, je peux mettre n'importe quoi ici. Je vais mettre un commentaire comme ça. Si je refais un ajout commentaire,
si je refais mon commit and push. Donc là, hein, il nous proposerait évidemment, logiquement, si de créer une nouvelle branche, de tester cette branche-là, et puis ensuite de faire ce qu'on appelle un merge request, par exemple, qui serait approuvé par quelqu'un d'autre parce qu'il y aurait une revue du code, et puis approuvé et ensuite commité, on va dire, dans la branche principale. Donc là, on n'y est pas, mais du coup, je vais pouvoir aller voir. Ça va me permettre de voir à nouveau si je retourne là sur mon pipeline, je retourne ici sur mon running et si je retourne sur mes équipes à 11h36, donc là, on va vraiment pouvoir voir voilà. Ça, c'est typiquement vraiment le cœur, on va dire, le cœur d'un Git et on va dire, sa visualisation dans GitLab qui permet vraiment de facilement voir les changements qu'il y a d'une version à l'autre. Donc, autre petite voilà, cas d'usage que je voulais vraiment montrer, c'est imaginons que donc cette machine-là, là, j'ai juste copié finalement un fichier d'index, mais comment ça se passe si je veux copier dans justement un Docker ou Docker Swarm. Je veux créer un conteneur, je veux pouvoir, bah, moi j'aimerais bien pouvoir à la limite le stocker directement dans GitLab, ça serait cool. Soit j'ai un Arbor ou genre de produits à côté, mais j'en ai pas forcément. Ou je veux que tout soit que le code. Après tout, je considère que mon conteneur quand je le crée, ça appartient au code. Et donc du coup, ça doit être dans GitLab. Et ensuite, je vais pouvoir me servir de ce registry GitLab pour faire un pull sur la machine finale qui serait ici une machine par exemple Docker. Donc là ici par exemple j'ai la machine de destination en l'occurrence c'est celle-là. J'ai pris soin avant la démo d'installer Docker. Quand je fais un Docker PS pour l'instant il n'y a rien. Si je veux aller voir la machine qui devrait répondre quand on aura fait le déploiement, bah il n'y a rien pour l'instant. Donc je vais aller là sur mon GitLab, je vais créer un autre projet. Alors je me demande si je vais pas faire un push parce qu'il est déjà 11h38. Je vais peut-être me mettre plutôt sur mon ici, sur mon Visual Studio Code. Je vais ouvrir donc cette petite démo, je crois que c'est celle-là, si je dis pas de bêtises. Voilà, où tout est prêt. Je vais juste en profiter pour montrer donc notre fameux index là, le Dockerfile. Donc ça, c'est vraiment voilà, je veux me baser sur HTTPD Alpine, pareil, parce que j'aime sa légèreté et son esprit de sécurité. Et en fait, je veux y copier bah, justement ce fichier d'index que j'ai là dans le conteneur, dans l'image du conteneur. Et après, je veux pouvoir déployer ce conteneur sur la machine applicative à partir d'un Docker Compose. C'est vraiment du classique dans un environnement, je dirais, Docker Swarm, c'est-à-dire pas vraiment orchestré comme on peut le voir aujourd'hui. Docker Swarm, c'était un petit peu, on va dire, un peu historique, mais ça existe encore. Donc voilà, donc c'est vraiment le code dont j'ai besoin. Donc si jamais je pense que là je vais juste avoir besoin de faire mon git push et rien d'autre. Donc ça va me permettre de pousser. Donc là, c'est vraiment un exemple typique, hein. J'ai travaillé localement, par exemple, je me suis assuré que localement sur mon poste de dev, bah, tout fonctionne nickel. Donc voilà, là, ça a bien été poussé. Là, ce qui est important de voir, c'est qu'il m'a pas trop posé de questions, parce qu'en fait, c'est parce que j'avais mis ma clé hein, privée SSH au niveau de mon utilisateur dans dans GitLab. Donc voilà, il m'a pas trop posé de questions d'identifier en mot de passe. Donc ça, c'est bien sympa de sa part. Et en fait, voilà, je me retrouvais ici. Donc on voit ce nouveau projet qui est là. Et en fait, bah, le fait est qu'il y a ce fichier-là, donc de GitLab CI. Et on l'a vu tout à l'heure, ça à soi seul, on va dire entre guillemets, ça déclenche hein, de l'intégration et du déploiement continu. Donc là, on voit que c'est en train de running. Alors là, ce qui est important, c'est cette partie build, elle est super importante parce que là, du coup, on voit que je vais juste montrer ça. Slack.
Là, il a refait ce qu'on lui demandait tout à l'heure. Donc, on faisait notre fameux sed pour qu'il, finalement, il interpole les variables avec des véritables valeurs dans mon fichier d'index. Il fait un Docker login. Moi, je connais même pas, en fait, le user et le password. C'est encore des variables qui me sont fournies par, euh, par, euh, par GitLab au moment, on va dire, du runtime de la compilation. Et du coup, je me sers de ça pour utiliser le registry qui est disponible dans GitLab là. Et du coup, bah, je fais mon tag. Ceux qui ont l'habitude de faire ça, je pense qu'ils ne se sentiront pas perdus. Je fais je tag mon image et puis je la pousse derrière. Après, ça veut dire qu'ici, dans GitLab deploy container registry, je vais avoir mon petit tag là. Donc ça, c'est super. Je suis content de le trouver là. Et voilà, je vais avoir ma petite image de 18 mégas là, qui comprend donc Apache et mon petit index PHP. Donc je vais revenir là, sur mon pipeline parce que il était en mode deploy. Là, alors tout est passé, bah, c'est formidable. J'ai même pas d'effet démo. Et en fait, là on voit dans le job, on voit bien que effectivement, bon bah, il est allé prendre là encore, j'avais demandé, je vais revenir là, juste là, là, j'avais mis en fait des doubles underscores, c'est pas, ça paraît un peu barbare, mais c'est juste pour moi repérer plus facilement pour faire mes sed, repérer où est-ce que je dois faire les changements. Et en fait là, pareil, je me suis construit tout ça autour des variables qui sont fournies par GitLab pour au final aller mettre voilà un Docker qui tourne maintenant ici depuis bah, environ une minute là. Et alors c'est 80-80. Oui, je sais plus trop ce que j'avais mis comme port, mais OK pour 80-80. Alors du coup, ouais, non, mais c'est ça. Et moi, par contre, c'est 80-80. Ouais, c'est un peu, mais c'est normal. C'est parce que là, je me suis pas foulé. J'ai fait juste pour être tout à fait transparent. C'est juste il n'y a pas de résolution locale. Il n'y a pas de résolution DNS. C'est juste moi qui ai mis des voilà dans mon host des adresses IP. Et du coup, voilà, on trouve bien MyDemo GitLab, donc c'est bien mon nom de projet, la branche main et le commit. Alors on va aller voir, mais 04C, ça commence par 04C. Donc je vais aller voir ici mes pipelines. Hein. Et de fait, j'ai bien mon code ici en 04C. Donc voilà. Donc ça, je reviens juste sur là-dessus. Ça a permis de voir en fait ces rubriques-là. Je dépose mon code, donc je travaille par exemple localement sur mon poste de développeur. J'envoie du code dans GitLab, c'est déjà une première chose. Je peux voir les changements, je suis averti via Teams. Je peux ensuite, alors je l'ai pas montré, mais downloader, donc télécharger les artefacts, donc le produit de la compilation, si j'ai besoin. Je peux ensuite faire du pipeline, donc distribuer. Je vais agrandir un peu ce que là. Et en fait, après, je peux poster des images directement dans GitLab au niveau du projet. Donc c'est quand même bien confortable de pouvoir faire tout ça. Il me reste une petite partie, je pense que je vais avoir le temps de le faire, la petite partie containerisation, cette fois-ci orchestrée. Donc c'est-à-dire comment faire discuter GitLab et mon code avec Kubernetes par exemple. Mais donc, Kubernetes aujourd'hui, demain peut-être autre chose. En tout cas plutôt sur cette idée de containerisation orchestrée. Donc si je reviens là, je voulais juste montrer, parce que je pense que c'est une donnée importante, si je reviens sur euh, ma page de gain, je vais retourner juste sur le premier là, le premier projet, c'était le flat là, donc c'est-à-dire un peu plus à plat. Quand je reviens là sur les pipelines, il y a quand même une notion importante, c'est que au départ, ah ben non, finalement je vais revenir sur le code, juste pour bien rappeler que là, mon index à la base, donc il contient des variables que je remplace durant la phase de compilation. Mais ensuite, comme j'ai demandé de créer un artefact, si je reviens ici, là, en fait, je vais pouvoir télécharger mon artefact. Et en fait, là-dedans, hop, alors ça c'est ouvert sur un autre écran, mais j'ai bien mon index ici. Et lorsque je l'ouvre, j'ai bien voilà, mes variables interpolées. Donc ça, c'est super important parce que c'est vraiment le pouvoir vérifier après la compilation sans rien même pour l'instant déployer.
on peut déjà avoir une grosse partie de vérification parce que cet artefact, on peut imaginer après des tests unitaires effectués avec ces artefacts pour être sûr que voilà, le code est bien OK, les tests de non-régression, etc., qui sont faits à partir de cet artefact, une fois toutes les variables interpolées, etc. En fait, voilà, c'est juste pour insister là-dessus. Ensuite, voilà, je vais vous montrer un troisième. Alors, je vais me remettre quand même sur la presse pour montrer ce que je veux faire exactement, mais là, je vais peut-être cacher ça pour l'instant, mais c'est grosso modo dire, imaginons sur ce, bah, je vais passer toujours sur mon runner qui est là, au milieu, là, ici, mais je voudrais atteindre en fait un cluster Kubernetes. Comment est-ce que je vais pouvoir faire de plus, on va dire, de plus efficace? Eh bien, en fait, GitLab permet, alors je vais me remettre là, je vais me remettre dans mon code, je vais ouvrir le troisième et dernier, cas d'usage, là, c'est ici kvitess. Donc on va retrouver exactement le même principe, hein, j'ai mon index, patati patata, je la refais pas, le Dockerfile, Alpine, etc. Donc je vais pousser ce code-là, c'est ça qui va être un peu plus intéressant. Pour l'instant, je vais le faire sans le mode deploy, c'est pour ça que j'avais commenté. Mais grosso modo, donc on retrouve un petit peu les mêmes choses sur la partie de construction d'image. On a notre image de base Alpine et on y met du code à l'intérieur et on stocke cette image dans le registry GitLab. Ensuite, en fait, il y a une partie plus là que j'ai mis de manifeste. Donc là, on voit que c'est plutôt intéressant parce qu'on a deux jobs sous l'égide du stage build par rapport aux autres où on n'avait qu'un seul. Là, on a deux phases dans le stage de build. On va avoir aussi ça, c'est-à-dire qu'il va aller dans les fichiers KVitess et ceux qui font du KVitess, bah là, on s'y retrouve facilement. Voilà, on crée un namespace, on crée un déploiement. C'est vraiment la formule la plus basique pour avoir un environnement qui tourne dans KVitess, mais on va se créer notre namespace, un déploiement qui va se baser à chaque fois sur des variables qu'on va interpoler durant la phase de construction. On va avoir un service dans l'ordre, on va dire, c'est dans l'ordre logique, on va avoir un service, et ensuite on va avoir un ingress qui pointe vers ce service. Et là, c'est une clé bidon que j'ai mise là, c'est pour vous montrer quelque chose après. En fait, donc, je vais pouvoir faire comme pour mon deuxième projet. Je vais pouvoir pousser ce code-là, hein, tout simplement, dans GitLab, une fois que mon WSL s'ouvrira. Voilà, donc juste un git push. Et du coup, quand je retourne là sur mes projets, si je retourne là, hop, projet, j'en ai cette fois-ci trois maintenant. Là, j'ai mon K8S, on voit que ça tourne là, donc je vois que j'ai déjà un pipeline en cours, hein, rappelez-vous, hein, il suffit d'avoir ce fichier là pour que un pipeline puisse être créé, on va dire. Et du coup, je vais aller voir justement, parce que ça m'intéresse. On va avoir ici le Secret Detection. J'en ai profité, on va dire, ce papier pour monter une petite chose. Il y a plein de choses qu'on peut faire, même avec la formule, on va dire, tout à fait gratuite de GitLab, en termes de sécurité. Et notamment, on va dire, ce qu'ils appellent le SAST, donc on va dire la détection de problématiques de sécurité sur du code repos, donc statique. Ça, c'est par exemple tout à fait gratuit. Ça peut vraiment checker du code Python, enfin tout ce qu'on veut. Il y a vraiment énormément de choses. En fait, à dire vrai, j'avais ouvert d'ailleurs exprès voilà. Ça, c'est de base, on va dire, des templates qui existent, qui sont faits, qui sont proposés par GitLab et qui vous permettent de vérifier certaines choses. Là, ce que je voulais montrer, c'était la formule la plus basique, mais c'est juste pour dire, j'ai fait exprès de mettre une clé privée dans un fichier qui est pas protégée, pas chiffrée ni rien, elle-même. Et du coup, il me l'indique bien. Et j'ai même en fait un artefact. Je vais le montrer dans un instant, mais en fait, il crée un report et il me crée un artefact qui me dit, bah là, attention, j'ai vu qu'il y avait une clé privée euh, dispo. Donc là, juste pour aller au bout hein, de la manœuvre. Et parce que ça, c'est vraiment important parce que comme c'est gratuit, j'ai envie de dire, faut pas trop se gêner.
pour utiliser ce genre de choses. Donc là, on voit là, bon là, c'est pas ça, c'est pas très sympa. Il m'a pas mis, il est pas très cool. Parce que c'est déjà pour Etiprint. Il est pas très gentil de m'avoir mis. Et du coup, voilà. Donc là, en fait, je me retrouve là et on voit bien qu'il met. Donc là, d'où vient le problème? Bah, il vient de K8S SSH key. Effectivement, dans mon repo, si on y retourne dans mon repo là, on voit que j'ai dans K8S, j'ai cru que je l'avais bien caché, mais en fait, pas du tout quoi. Donc voilà. Donc il y a plein de choses. Ça c'est bon à savoir. Et j'en profite pour dire un mot, c'est que c'est ce que j'ai vu par le passé. Il y a beaucoup de gens qui marient, on va dire, du coup leur GitLab ou Azure DevOps. Mais du coup là, GitLab c'est encore plus intéressant, je trouve, des SonarCube. Là, je vous ai parlé de security du code, de qualité du code. On peut mettre SonarCube pour gestion des bugs, etc. On peut y coller aussi, comment dirais-je, pas Sensor, mais euh, cet outil qui est maintenant très prisé, donc j'ai oublié le nom, mais qui permet de détecter, hein, on va dire, un petit peu des bugs après, on va dire, le déploiement des applications. On peut tout à fait le marier à GitLab, toujours dans ce souci un peu voilà, de qualité de code. Donc, donc ça c'est bien, j'ai construit, donc je vais retourner là, hein, mais j'ai bien mon registry comme tout à l'heure, hein, j'ai mon image qui est là. Donc maintenant que j'ai bien ça, que j'ai montré ce que je voulais montrer, je vais juste aller ici et décommenter ça, par exemple. Ici, Slack, Slack Bim Boom. Je vais aller ensuite dans mon container. Donc là, il est sympa aussi. Hein, il va me dire parce que ça se fait pas par magie. Il faut quand même dire operate. Donc là, je vais aller en hop truc. Je vais connecter un cluster Kubernetes qui existe déjà chez nous. Je vous rassure, je vais pas le monter là il est 11h53. J'aurais pas assez de temps Ça pour prend un peu monter plus de 10 un minutes. cluster. Et du coup, voilà, il est sympa GitLab. En fait, il me dit ah bon, tu souhaites que mettre finalement un agent pour moi, rien que pour moi, dans ton cluster Kubernetes. Je dis, bah ouais, c'est ce que je souhaite faire. Et ben en fait, je vais pouvoir aller ici, là, plutôt, donc dans notre truc, et j'ai vraiment toutes les commandes, et il m'a bien personnalisé, on va dire, le token qui va bien, les adresses, etc., la version, tout ce qu'on veut. Et je vais pouvoir aller, euh, je vais pouvoir, avec une simple chart, on va dire, Helm, déployer cet agent-là. Je vais quand même vérifier par acquis de conscience, voilà, ils sont running, ils sont ready tous les deux, c'est super. Et je vais aller voir les logs quand même, pour voir si tout me paraît euh, ok. Alors il y avait un premier truc, mais c'est bon, c'était une élection entre les deux, parce qu'il en met deux par défaut. Bon, ok, j'ai pas de problème avec ça. Et en fait, après que, oui, c'est quand même assez rapide hein, de connecter un agent Kubernetes à GitLab, bah, je vais pouvoir euh, committer hein, ce changement là, je viens de faire là, de déploiement. Je pouvais pas le faire avant parce que j'avais pas encore d'agent dans Kubernetes. Donc là, je vais ajout section déploiement, par exemple, et je vais pousser ça. Et du coup, en fait, il va utiliser un contexte qui est celui-ci. Donc en fait, ça, je l'avais déjà moi pré-rempli. En fait, ça dépend du projet. Là, on voit que c'est pas une variable. Je l'ai écrit en dur pour les besoins de la démo parce que je voulais pas perdre de temps. Mais grosso modo, ça dépend du nom de votre projet, du nom de votre utilisateur. En fait, là, c'est mon utilisateur parce qu'en fait, les agents Kubernetes, vous pouvez vraiment les créer des contextes dans Kubernetes pour des raisons de sécurité au plus proche de vos ressources. Donc ça veut dire qu'en termes de droit, on est vraiment sur, on va dire, la politique, on va dire, du moindre droit. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir faire des choses uniquement dans le contexte de cet agent. Là, en l'occurrence, en réalité, je vais pouvoir créer un namespace, etc. Mais en tout cas, si on a une grosse infrastructure Kubernetes elle-même bien silotée, etc., peut vraiment contextualiser en termes de sécurité. Donc je vais quand même aller voir, il est 11h56, ce serait génial euh, si on pouvait terminer avec un déploiement. Donc là on voit que c'est running,
ici. On voit que c'est passé hein, entre-temps. Donc ça c'est super, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que par exemple donc c'était je me rappelle même plus de c'était ça là mon namespace. Je vais quand même aller voir ici Clagett NS. Yes, alors il existe depuis 23 secondes effectivement. Donc si je vais voir ensuite qu'est-ce qu'on trouve de beau là-dedans, bah ça paraît pas mal hein. En fait, il n'y a même pas eu d'effet démo là. Alors. Et du coup, en fait, non, alors, points plutôt, je vais juste aller voir ça. Ouais, j'ai bien une adresse IP pour mon service, donc ça c'est super. Alors si je suis complètement fou, je vais aller voir, du coup, je vais aller voir un truc. Oh et du coup, ça fonctionne. Et du coup, là, en fait, on retrouve hébergé si je reviens ici, on retrouve hébergé dans mon infrastructure qui est Vitesse, un petit conteneur avec toujours mon petit index HTML qui a été complètement transformé. Et en fait, je le retrouve ici assez facilement. Si je dois faire, il est 11h57. Du coup, je te laisse peut-être la parole. Moi, je vais terminer parce que là, je pourrais continuer Ouais. longtemps sur GitLab. Il y a, Voilà, il y j'ai a- terminé la démo. Mm. il y a quelques questions. Moi, merci beaucoup, Lionel, pour la démo. Je suis un tout petit peu déçu parce que j'aurais adoré voir un effet démo et te voir faire une bonne session de debug, mais bon, on n'a pas eu la chance de l'avoir. Ouais. C'est presque rare, mais effectivement, le produit fonctionne quand même super bien et ta démo est éclairante. Euh, j'ai vu passer quelques questions, notamment la fréquence de mise à jour des instances GitLab dans le mode as a service. Donc, je sais pas si tu veux répondre ou tu veux que je réponde, Lionel. Je pense qu'il y aura, en fait, dans un même courant, là, on est sur le courant 17, donc la version majeure 17. À chaque fois que des versions stables, c'est vraiment le principe hein, d'avoir quelque chose comme du service. On mettra à jour parce que derrière nous, on a une mécanique qui s'appuie pour l'instant pour être tout à fait transparent sur Argo CD, etc. Et on fera en sorte que le service soit mis à jour à chaque fois que une nouvelle version stable et qui corrige les bugs de sécurité, etc. Euh, est mise à disposition. Donc ça sera aussi simple que ça. Par contre, il n'y aura pas de mise à jour. On peut en discuter après en interne, puis faire à mon avis peut-être des cas, des exceptions, mais il n'y aura pas de mise à jour sans que les clients soient avertis. Des mises à jour majeures, par exemple, de passer de 17 à 18. Sauf si tu me Oui. contredis sinon. Non, Voilà. non, mais oui. Alors, la question concernait effectivement les mises à jour, les correctifs, effectivement, donc rester sur la même branche. Et donc, c'est bien ce que tu dis, les mises à jour sont appliquées automatiquement par Mm. l'infrastructure. Ouais. Ok. Et il y avait une autre question, c'était sur l'apport de licence. Tu as parlé à quelques reprises de la version premium de GitLab. Et donc, est-ce qu'on peut activer cette version premium dans cette offre as a service? C'est juste une clé de licence à indiquer. Donc, ouais. En fait, il n'y aura pas de souci. Ok. Donc, si j'ai déjà une instance de GitLab qui est en mode premium sur une VM ou sur une installation chez moi, je peux très bien la switcher Ouais, sur ouais, cette instance pour as en a fait, service. c'est un produit que tu actives. Il faut désactiver l'un côté, activer l'autre avec la même clé de licence. Après, je sais pas s'il y a des notions de version. Si tu me dis par exemple que tu as une version 15, tu sais, de GitLab Premium et que tu veux reprendre la clé, je sais pas là. Je m'aventurerai pas. J'ai toujours travaillé en fait avec la version communautaire et je sais que on peut facilement, parce que j'ai utilisé par contre la version Premium, par exemple pour des tests en version Premium pendant 90 jours par exemple. Et c'était Mhm. vraiment ça, c'était juste une clé de licence que tu indiques. Euh, comme nous, on vous fournit un GitLab, on va dire coquille vide, vous pouvez très bien l'upgrader en premium. Ok. Et dernière question, c'était bah, sur le filtrage IP et la sécurité. Donc effectivement, en plus des mises à jour et des correctifs qui s'appliquent automatiquement, on l'avait précisé, on peut faire du filtrage IP. Et donc pour ce faire, sur la méthode de mise en place, aujourd'hui c'est un ticket qui est envoyé au support. Donc on a déjà parlé de l'accès au support hein, qui était réactif. Et plus tard, ce sera possible de le faire directement dans l'espace client Exanet. Il y a des développements qui sont en cours pour pouvoir manager ce GitLab directement depuis l'espace client.
Et donc voilà, je pense qu'on a répondu à tout. On est presque dans le timing, midi une. Mm. Merci beaucoup Lionel, merci à tous pour votre Merci à toi. présence et à très bientôt pour un autre webinaire. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.